Moi, je dirais que l'affaire Victor, c'est l'affaire de la confrontation à une forme particulière d'autoritarisme, de l'inédit. Jamais un Français étudiant n'a été arrêté, chercheur n'a été arrêté aussi longuement et avec des chefs d'inculpation aussi graves. Jamais euh, dans le cadre de son travail de recherche. Travail de recherche qui menait, bien entendu, encore une fois, avec pignon sur rue, de manière totalement légale, procédurale, etc. Donc, il n'y a même pas quelque chose qui pourrait faire penser que, il y avait un prétexte quelconque pour une première arrestation qui ferait boule de neige. Nous sommes en présence d'un autoritarisme de type de plus en plus identitaire, donc dans un climat, je dirais, de suspicion généralisée à l'égard des chercheurs étrangers. Ça a plusieurs conséquences. Première conséquence, c'est la suspicion généralisée qui touche même certains acteurs de la société, c'est-à-dire le fait de pouvoir être dénoncé, y compris par des enquêtés, ce qui n'arrivait très peu à notre époque. La deuxième chose, c'est que la difficulté nous-mêmes en tant que chercheurs dans cette évolution d'un autoritarisme identitaire à identifier les lignes rouges, à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, avant, nous avions une idée assez claire de ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que le côté identitaire crée effectivement un climat conspirationniste qui fait que vous pouvez être accusé du contraire de ce que vous êtes, si je puis dire. Deuxième chose aussi, c'est la perte de relais des officiels français. Nos représentants sur place avaient du mal à trouver je dirais, des référents ou des acteurs leur répondant. Et on avait même des officiels qui nous disaient qu'ils n'avaient plus les contacts qu'ils pouvaient avoir à l'époque de l'autoritarisme, si je puis dire, classique. Et ça, c'est vrai que c'est une conséquence directe, c'est-à-dire c'est le discrédit, la marginalisation des capacités de médiation aujourd'hui de la diplomatie française à pouvoir résoudre des situations et à sortir, si je puis dire, nos collègues de prison. Et une des conséquences aussi de cette évolution identitaire de l'autoritarisme, c'est aussi la difficulté de plus en plus d'avoir des médiateurs, des interlocuteurs scientifiques et universitaires qui était très très présent, y compris dans les régimes autoritaires. On avait toujours le directeur de cabinet d'un ministre, un ministre qui était un ancien universitaire, qui était un ancien collègue. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Ou quand ils existent, ils ont de plus en plus peur. Donc l'une des premières conséquences de l'affaire Victor, je crois, c'est cette conscience finalement que les chercheurs étrangers sont aujourd'hui des cibles dans un contexte conspirationniste où ils sont considérés comme des représentants des États ou pire comme des espions au service de la politique de leur État. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'ont vécu des générations précédentes de chercheurs, mais je pense que c'est accentué, et pas seulement sur les terrains maghrébins, c'est aussi vrai au Proche-Orient, c'est encore plus vrai en Afrique noire, où certains de nos collègues peuvent être inquiétés parce qu'ils sont perçus comme des représentants de la France ou comme des gens travaillant pour des intérêts français. Et ça, je crois que c'est l'affaire Victor, finalement, est très emblématique de cette évolution des contextes sociaux et politiques. Le fait que Victor Dupont ait une tutelle à l'IRD, la représentation de l'IRD à Tunis, il est le tampon de l'ERC, un ordre de mission du CNRS, que tout le monde savait où il était et ce qu'il faisait, et que personne n'est capable de nous dire quel est le mécanisme de base, et qu'on doit attendre 3 jours pour avoir réponse de la protection fonctionnelle, pour commencer par ça, pour payer l'avocat. Ça fait beaucoup de choses. Et ça, à la rigueur, on peut se dire, c'est pas grave, c'est arrivé le week-end, les flics savent faire, ils ont peut-être fait exprès justement de l'arrêter un samedi, tout le monde était en vacances. Mais ça durera effectivement 3 semaines et demie, plus de 3 semaines et quelques, cette imprécision à tous les étages institutionnels. Il y a plein de gens qui disaient, il y a plus haut quelqu'un qui sait quelque chose et qui nous a dit de vous taire. Et à chaque fois qu'on grattait, on trouvait rien. Il y avait rien du tout. Enfin, on savait rien, ils savaient rien. D'ailleurs, les mêmes personnes qui étaient au-dessous nous appelaient par ailleurs à titre privé pour nous dire, alors apparemment, il a été déféré là. Apparemment, il risque ceci. Et c'est nous qui allons chercher l'information. Le domaine de la coopération internationale ou la coopération enfin, internationale ou bilatérale, enfin, la coopération universitaire et de recherche supporte mal la politique par projet. Je le vois très, très fortement puisque il y a des savoirs qui disparaissent en fait quand, pour certaines générations, il y a des sauts il y a des sauts qualitatifs pour certaines générations de chercheurs et que ces 10 dernières années en Tunisie qui ont été
on va dire, vertueuses à plein d'égards par leur qualité libérale, pluraliste, démocratique, etc. Et par le fait que la Tunisie a été une espèce d'énormes enfin, de pays massivement investis par des organismes internationaux étrangers de recherche et de l'université de la recherche. Enfin, c'est gigantesque pour la taille de la petite Tunisie, ce qu'il y a eu comme coopération universitaire. Toutes les grandes universités de la Ivy League avaient quelqu'un sur place, à peu près tous les pays européens, etc. En fait, 3-4 ans plus tard, on dirait qu'il n'y a plus rien. On a tous eu affaire à des ANR et des ERC, etc. Et on a tous eu remplir le truc éthique, on a tous dû montrer patte blanche à un FSD français ou un autre équivalent, etc. Quand il y a des emmerdements, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde, en fait, c'est ça. Il y a plus grand monde au sens où on ne sait plus à qui se référer et comment. L'ANR est fini, à qui tu te réfères, t'appelles qui quand il y a un problème avec quelqu'un qui était il y a 2 ans dans un projet ANR, mais qui est doctorant, qui ne l'est plus. Voilà, c'est plutôt à ça que et le fait d'avoir quand même, et malgré tout, et ça va à contre-courant, bien sûr, de la politique, en tout cas française, sur les humifres, d'aller en affaiblissant ces institutions que sont les humifres notamment, ça règle d'autant moins ce problème qu'est quand on a des problèmes de répression, qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse, qui c'est, etc. La première fonction d'un directeur d'unité dans une affaire dramatique comme celle qu'a connue Victor ou d'autres personnes, c'est tout simplement, je reprends la parole d'une tutelle, il disait Vincent, tiens ta tribu. Donc c'était la tribu au sens tribal. Le directeur d'unité est vu comme quelqu'un qui doit développer un sens presque tribal de direction pour faire taire, pour ordonner. Bon, ça c'est quelque chose qui était très fort. Bon, après, le directeur d'unité est un pair, hein, PAIRS, il n'a pas d'autorité hiérarchique, mais ce qui a rendu aussi cette position parfois inconfortable, que j'étais à la fois un mobilisateur, un encadreur, un censeur, je participais à la répression de le fait que mes collègues ne se mobilisent pas en leur disant attendez un tout petit peu, donc j'étais aussi un acteur de la répression quelque part, mais aussi c'est une position qui était rendue inconfortable, et là Amine aura aussi beaucoup de choses à dire sur le fait que la communauté scientifique n'était pas unie, elle avait des positionnements très différents, pas du point de vue, je dirais, de ce qu'il fallait faire ou pas faire, mais du point de vue, je dirais, de l'implication. On a vu clairement des gens indifférents, hein, il faut bien le dire, dans nos laboratoires, on a eu des gens qui s'en foutaient de la fête. Il y a eu les indifférents, il y a eu les attentistes, hein, les gens. Vous savez, cette politique de l'injonction au silence, qui n'est pas liée à cette affaire, mais qui est liée, je dirais, au contexte du rapport entre les pouvoirs publics et la recherche, fait que beaucoup de gens ont peur aussi hein, de prendre position, et que beaucoup de nos collègues étaient un peu paniqués, terrorisés hein, par cette affaire. L'idée même de faire un communiqué paraissait pour certains un acte de rébellion tellement coûteux qu'ils ne nous répondaient pas ou qu'ils regardaient ailleurs. Et là, je parle des Français beaucoup parce qu'à l'international, c'était pas du tout le cas, hein, pour plein de raisons. D'autres associations, sociétés scientifiques, groupes syndicaux, étudiants, grands ou petits, ont répondu très vite à notre demande et très simplement, en fait. Ils ont très bien compris l'affaire. Et quand on leur disait d'ailleurs que vous allez entendre parler de cet argument de attention, l'exécutif est en train de gérer ça en catimini, il faut rien faire, ils ne comprenaient même pas où était le problème, en fait. Il y avait aussi une forme de suivisme chez d'autres, ça on pourrait aussi le dire, reproduisant texto la parole des tutelles en disant ben, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont un contact privilégié avec le ministre, donc c'est pas à vous de décider. Ça a été très très courant. Hein. C'était assez difficile à vivre avec Amine parce que ce sont des amis, ce sont des collègues. Alors Vincent et moi, là, on a eu des mails de collègues qui n'y connaissent rien à la Tunisie, nous expliquant le nationalisme tunisien. C'est assez affligeant, quoi. Après, il y avait aussi à gérer, mais ça c'est plutôt moi, ce que j'appelle un peu les maximalistes, hein, qui voulaient se mobiliser, prendre la parole tout le temps. Bon, on a eu. Et de ce point de vue-là, ça aussi c'est quelque chose que je souligne. Amine, notamment, a eu un rôle, et moi-même, de cadreur hein, de la parole aussi. Or les tutelles nous ont vus très souvent plutôt comme avoir un excès de parole, alors que nous avons passé énormément de temps à cadrer ce qu'il fallait dire ou ne pas dire. Hein. Ça, je crois qu'on l'a souvent dit aux tutelles, on l'a dit aux diplomates. Hein. Je peux vous retrouver les échanges sur messagerie cryptés, où Amine et moi, on ne cessait de dire, mais attention, on contribue à ce que l'information sur cette affaire soit cadrée, qu'on ne dise pas n'importe quoi. Un des enjeux du débat, et c'est Fariba qui me fait penser à ça dans ses témoignages, c'était rendre visible ce qu'était Victor.
Et un des arguments qu'on a utilisé avec Amin Halal, c'était de dire on a tout intérêt à ne pas supprimer sa page professionnelle, pas supprimer ses articles, parce que nous voulons justement bien situer Victor, y compris par rapport à ceux qu'il réprime. Victor, c'est un jeune chercheur, c'est un doctorant, il publie des articles, il a une page professionnelle à l'IRD, à l'INED, à l'IREMAM, au CNRS, et que la plus grave erreur pour nous, et ça Amine et moi on a beaucoup, ce serait de l'invisibiliser dans son statut de jeune chercheur. Parce que pour nous, l'invisibiliser, c'était rentrer dans le jeu de ceux qui le répriment et ça, c'était dangereux. Et d'ailleurs, on l'a très vite senti parce que l'un des arguments de ceux qui le réprimaient et les plus répressifs parmi les acteurs répressifs, c'était de dire que c'était un espion au service du Mossad. Donc, je le regrette de le dire comme ça, mais la façon dont, pour nous, de contrer ce genre d'arguments dont on sait qu'ils étaient utilisés de manière instrumentale, je pense que certains y croyaient, hein, mais d'autres n'y croyaient pas, c'était de dire, mais non, regardez, c'est bien un chercheur, il est bien inscrit depuis 3 ans, vérifié, il a une page professionnelle, il a quelques articles. Et ça a été une lutte, et j'avoue, je remercie Amine de l'avoir menée aussi, de conforter le statut de Victor, de doctorant, de chercheur engagé dans un ERC, alors que beaucoup de nos collègues, et encore plus nos tutelles, nous amenaient à invisibiliser le statut scientifique et universitaire de Victor. Et ça a été une lutte, hein, une vraie lutte. On a fait effectivement, on a cédé sur l'histoire des articles qui pouvaient être dérangeants, ça je ne vous cache pas, ce qui est normal. Il y avait peut-être 2, 3 articles qui étaient un peu problématiques, mais jamais très virulents. Mais en revanche, sur le reste, on n'a pas cédé. Ça, c'était des enjeux. On a été très surpris avec Amine d'être très souvent en contact avec les tutelles, alors surtout le président d'université qui avait un mode d'intervention beaucoup plus, je dirais, paternel, pour ne pas dire patriarcal ou paternaliste, que la direction SHS qui était plus impersonnelle. Mais souvent, avec Amine Halal, nous étions amenés à leur donner des informations, alors qu'on était susceptibles d'en recevoir. C'est-à-dire que nos tutelles scientifiques n'étaient pas au courant toujours du développement, ou faisaient semblant en tout cas de ne pas être au courant du développement de certaines affaires. La deuxième chose par rapport aux tutelles, c'est le sentiment que nos tutelles étaient sous pression de l'exécutif. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu avec Amine. Amine a beaucoup bataillé d'ailleurs sur ça, je vais le dire. Et le fait que nos tutelles avaient du mal comment dire, à développer une position ou à prendre une décision en dehors de ce que j'appellerais, ce que nous appelait l'exécutif nous a dit. Et notamment, ça s'est traduit par ce que nous avons qualifié d'injonction au silence. C'est-à-dire que durant toute cette affaire, Amine et moi, nous avons été constamment soumis à cette idée qu'il fallait se taire, qu'il ne fallait pas parler. Et je dirais, d'une certaine manière, ça s'est accompagné presque de ce que j'appellerais d'un processus d'infantilisation des chercheurs et des universitaires. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous êtes on ne disait pas que vous êtes des enfants, vous êtes bien d'accord, mais l'exécutif est en train de traiter l'affaire, vous taisez et laissez faire ceux qui savent. Nous avons passé plus de temps à devoir négocier avec les tutelles qu'à se mobiliser pour Victor. Vous voyez, c'est ça on a souvent, une journée, elle était rythmée par 10 contacts avec les tutelles qui nous disaient en gros, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'était relayé par différents niveaux. Alors, c'est la direction SHS, c'est la présidence d'université, c'est le collègue directeur de labo d'à côté qui vous dit attention, paraît-il que c'est une affaire plus sérieuse, vous ne connaissez pas, il y a peut-être des implications politiques, peut-être que Victor avait aussi d'autres implications. Donc vous voyez, on nous a constamment culpabilisés par rapport à notre capacité à analyser la situation. Quelque part, il nous déresponsabilisait, il nous responsabilisait des erreurs et quelque part, il nous enlevait toute capacité à pouvoir parler, agir, se mobiliser et même informer nos collègues qui pourtant étaient dans une situation de demande d'information. Dans les labos, il y avait chez les jeunes doctorants, chez les collègues ITA, je précise les ITA très importants parce qu'ils ont souvent en contact avec les doctorants pour les missions, et chez nos collègues chercheurs, il y avait une demande d'information dans les couloirs. Et bien, précisément, on nous demandait d'informer personne. Et donc, on nous a dit de nous taire pour plein de raisons différentes, vous l'aurez compris. C'est pour ça que je dis des chaînes d'inféodation non informées, puisque au départ, on nous a dit de nous taire parce que les services de Madame l'ambassadrice à Tunis faisaient leur travail.
Donc, il est profession parapluie par excellence. Il disait, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on s'occupe de rien. Le deuxième chaîne de cet appel au silence, c'est nos tutelles. Donc, nos tutelles, au début, elles étaient dans l'hésitation. Mais très vite, c'est devenu le ministère des Affaires étrangères qui parle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui dit, tenez vos troupes, faites-les taire. Et c'est là où c'est devenu un second temps de demande de vœu de silence qui est intervenu après la publicisation de l'affaire par un journaliste, par un correspondant du Point, un ancien correspondant du Point. Donc en fait, l'information était largement relayée, mais restait cette idée de il faut que tout le monde se taise, sinon ça va faire capoter, l'affaire. Le fait d'appeler au silence, ça montre aussi la désautonomisation totale de de notre champ d'activité professionnelle. C'est-à-dire qu'on est capable de nous dire, vous êtes des petits agents de l'État, et c'est la différence avec les journalistes. C'est que nous, on nous rappelle au fait qu'on est des petits agents de l'État et qu'on doit faire un autre gueule parce que l'exécutif qui est au-dessus, lui, il est en responsabilité, lui, il gère le truc, etc. On a été constamment renvoyé à cette position d'être des amateurs, de ne pas connaître ce qui se passait ni en Tunisie, ni dans les négociations avec les autorités tunisiennes, alors que par ailleurs, nous avions des informations internes aux services de sécurité tunisiens qui nous permettaient de savoir. Mais je dirais que de ce point de vue-là, il y avait une tendance des tutelles à disqualifier, voire à criminaliser ce qui pouvait être une mobilisation de chercheurs pour demander ou tout simplement pour informer la communauté scientifique de la situation du doctorant dont nous étions responsables administrativement et scientifiquement. Même lorsqu'avec Amin Halal, nous avions préparé des brouillons de prise de position minimalistes pour tout simplement que nos tutelles puissent exprimer un soutien en dehors de toute critique du régime tunisien, je dis bien en dehors de toute critique du régime tunisien, nos tutelles nous disaient on ne peut pas. On nous avait laissé faire notre travail qui consistait simplement à dire, regardez ce petit blond qui vient de France et qui depuis 4 ans apprend l'arabe et qui s'intéresse à Jeanne Douba, imaginez-vous Jeanne Douba, point. Et si c'était dit suffisamment éloquemment et cadré par Vincent Gesser, Amin Halal et 3-4 autres, je peux vous assurer que ça aurait eu un impact très fort sur la société tunisienne telle qu'elle fonctionne réellement, même sous régime autoritaire, identitaire, etc. Or, du côté de nos tutelles universitaires, ce qui est plus grave que du côté des diplomates ou des négociateurs à l'Élysée, on nous disait non, quoi que vous fassiez, cela réveillera le dragon de Kais Saïd qui mettra tout le monde en prison. C'est quelque chose qui, à mon avis, est assez nouveau, c'est qu'on demande aux chercheurs de plus en plus d'être un bon représentant de son institution. Et ça me surprend de plus en plus, c'est-à-dire que parmi tous les arguments qu'on a reçus avec Amine ce mois qu'on a vécu, mais qu'on avait reçu avant, hein, c'est vous devez avoir un bon comportement parce que vous êtes de cette institution. C'est-à-dire qu'on nous détournait notre mission scientifique pour faire une mission de représentation quasiment institutionnelle et qui était totalement contre-productive. C'est-à-dire il ne faut pas être dans telle manif parce que ça peut être mal vu, il ne faut pas être dans tel réseau. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui rejoint aussi la volonté des institutions scientifiques, et c'est ce que Philippe appelle aussi la perte d'autonomie du champ universitaire. C'est-à-dire que le champ universitaire doit pas contribuer à la bonne image de l'exécutif, de la tutelle. Et je trouve que quelque part, ce rappel à être le bon comportement ou la bonne attitude, parce que sinon vous nuisez à l'image de l'institution. Et ça, c'est quelque chose. Et ça renvoie à un autre domaine qu'il faut être. Là, je pense qu'il y a des meilleurs spécialistes que moi ici, qui est l'histoire de cette foutaise du devoir de réserve. Et avec Tubiana, on avait beaucoup travaillé sur ça lors de mon affaire CNRS. C'est une foutaise, hein, cette histoire de l'obligation de réserve. Pardon. L'obligation de réserve, elle est quelque chose qui est complètement construit, qui est peu solide sur le plan juridique, et qui malgré tout nous est toujours tendu. C'est-à-dire que alors quand on est à l'étranger, c'est encore pire, hein, parce qu'on nous investit d'une mission de représentation qui n'est pas notre vocation. On n'a pas à représenter. Bien sûr qu'on peut être sanctionné pour des mauvais comportements, ça j'en suis tout à fait partisan. Je veux dire, si on tient des thèses révisionnistes ou sur des comportements et des attitudes sexistes, racistes, bien sûr que ça, et je dirais que ça relève de la justice, ça dépasse même la commission de discipline du CNRS de l'université dans ces cas-là. Mais en revanche, on n'a pas à être le représentant de l'institution. En tant que directeur, c'est peut-être un peu différent, mais voilà. Et là, il y a cette injonction
ne nuisez pas à l'image de l'institution. Hein, ça, c'est quelque chose qui s'applique aux policiers, qui s'applique aux magistrats et qui s'applique de plus en plus aux chercheurs et dont nos collègues sont persuadés. Moi, j'entends plein de collègues qui disent on a une obligation de réserve. Euh, je dirais que j'aurais accepté une parole un peu hiérarchique, et nous l'avons accepté avec Amine, nous avons accepté de nous taire à multiples reprises, nous avons accepté de ne pas parler aux médias, mais en attendant qu'il y ait ce que j'appellerais une fonction de protection. C'est-à-dire que les tutelles nous disent en gros, bah, écoutez, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on va vous en donner, on va essayer effectivement de développer des médiations pour savoir où en est l'affaire. Pas du tout. Je dirais qu'on a été relativement seul lorsqu'il a fallu obtenir des informations sur l'évolution de la situation, et on est arrivé presque à la figure paradoxale que c'est nous qui informions les tutelles des différentes étapes, malheureusement, du processus d'incarcération et de déferment devant la justice militaire. On se demande à quoi servent tous ces FSD, on se demande à quoi servent toutes ces personnes qui vous font des injonctions au silence, mais qui sont à peu près incapables de nous dire quel est le début d'une procédure ou d'un mécanisme de protection, ou quel est un mécanisme de fonctionnement inédit ou coutumier, ou que sais-je, hein, quelqu'un qui prend la responsabilité et nous dit, OK, c'est bon, cette personne-là s'occupe de quelque chose, ou on sait comment ça se passe, il y a un book là-dessus, ou je ne sais pas quoi. Vous savez que dans l'armée ou dans la gendarmerie, vous avez toujours un officier dans la police, un officier de permanence qui vous pouvez contacter à 2 heures du matin. Ça n'existe pas au CNRS à l'université. Il y a des, ouais, c'est quand même terrible. Il y a même un paradoxe parce que sur les ordres de mission, le FSD, enfin tout ce qui a été mis en place en termes de formulaire, de bureaucratisation au nom de la protection des chercheurs, en fait, dès qu'il y a un danger effectif, là, ce que révèle l'affaire, c'est que dès qu'il y a un danger effectif, il n'y a rien qui est mis en place. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de référent. Là où on pouvait un peu trouver des clés pour dépasser ça, c'était grâce à l'affaire Fariba. Amine disait souvent, mais écoutez ce qu'a vécu Jean-François Bayard, Béatrice Hibou, ce qu'il nous conseille, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on doit développer nos relations avec les diplomates sur place, avec les acteurs du ministère des Affaires étrangères. Donc, du coup, on se référait beaucoup à ce que j'appellerais la jurisprudence Fariba, excusez-moi de dire ça, ou l'expérience de Fariba. Mais en fait, on l'utilisait nous aussi de manière un peu instrumentale pour pouvoir justifier qu'il fallait faire quelque chose. En fait. Voilà. Il disait, ben, regardez, même Fariba, c'était beaucoup plus dramatique, c'était l'Iran, c'était 4 ans de prison, c'était même une menace sur sa vie, et même eux, ils ont fait ça. Au MAE, la réflexion sur la liberté académique est très, très, très récente. Elle a d'abord consisté à s'interroger sur les limites, les atteintes aux libertés académiques dans les pays, disons, étrangers, et dont les chercheurs étrangers étaient eux-mêmes les victimes. Et ce n'est que très récemment qu'ils se sont intéressés à la question des chercheurs français à l'étranger. Notamment, l'affaire Fariba, en fait, a eu une résonance très forte en interne. Et donc, une discussion a émergé aussi au sein du MAE, qui aujourd'hui en est encore à ses débuts, quoi. Là, on a beaucoup parlé entre guillemets, des terrains du Sud ou des terrains à l'Est, certains terrains français qui deviennent de plus en plus problématiques quand on travaille sur les questions de magistrature, de police, quand on travaille sur les questions d'islam, quand on travaille sur des questions de terrorisme. On sait très bien que de ce point de vue-là, on est de plus en plus en danger, on est de plus en plus fragilisé, et que ce n'est pas une question uniquement du MIF, parce que je pense qu'on est en train de fabriquer aussi cette notion de chercheur à risque. C'est-à-dire que chercheur à risque, c'est pas. Alors, la binationalité en fait partie, mais c'est des chercheurs qui vont travailler par exemple sur les syndicats ou qui travaillent sur la justice. Et du coup, en fait, pour reprendre l'expression de nos tutelles, l'exécutif est en train de persuader que certains chercheurs ont des agendas cachés, en fait. Et la binationalité est un agenda caché de fait, par le fait que ce soit binational. Nous, on a des Calais qui n'ont pas de passeport étranger, mais qui vont être rappelés à leur binationalité sur un mode très identitaire, à l'image des régimes qu'on vous criminalise parce que vous êtes binational. La criminalisation du binational, entre guillemets, hein, criminalisation, hein, elle est aussi sur des chercheurs non binationaux qui peuvent aussi avoir des appartenances politiques, sociales ou tout simplement des itinéraires de recherche. Et l'exécutif produit des formes d'assignation aujourd'hui de catégories de bons chercheurs, de mauvais chercheurs, de chercheurs objectifs, de chercheurs non objectifs, et surtout la recherche de l'agenda militant caché qui devient l'obsession aujourd'hui de l'exécutif, de chercher mais qu'est-ce qu'il y a derrière eux, qu'est-ce qu'ils font, pour qui ils travaillent. Voilà, et on est toujours constamment obligé, ah ben non, je ne suis pas pour les filles, je n'ai même pas voté pour eux, mais non,
travaille pour Mélenchon, mais non, je ne travaille pas pour lui. D'abord, je pense la question du plaidoyer des chercheurs qu'il faut penser. Ça, c'est clair que on est faible. On est faible. On a très peu d'écho finalement dans la société. Il faut attendre que les affaires arrivent pour pouvoir qu'on puisse un peu parler, et encore. Et deuxièmement, au niveau de l'auto-organisation à l'échelle la plus à ras le sol, comme on dit, hein, c'est-à-dire à l'échelle des labos, à l'échelle des départements, à l'échelle des écoles doctorales. Moi, c'est ce que je tire de cette affaire. C'est finalement, la bureaucratie de la protection ou de la sécurité ne servira à rien. Elle va plus nous insécuriser, comme on l'a vécu finalement avec Amine. C'est ça qu'on a vécu. On a quand même deux lignes d'action possibles pour le plaidoyer des chercheurs. L'idée de dire, bon, quand même, il faudrait que toute la mise en formulaire, en bureaucratie de la protection des chercheurs, elle s'accompagne quand même d'un vrai protocole en cas de danger effectif. Et d'autre part, il faut qu'il y ait une espèce de hiérarchie des tutelles. C'est-à-dire que s'il appartient à tout le monde, il appartient à personne. Et donc, du coup, quand il y a un pépin, voilà, qui est en charge, quoi. Le milieu scientifique n'est pas du tout préparé à ce genre d'affaires. Ça, c'est clair. Il y a à la fois une politique de l'émotion, il y a à la fois beaucoup d'autocensure, d'autocontrôle, parfois de mobilisation un peu passionnelle, c'est-à-dire des gens qui vous disent mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Bon, voilà, donc on était complètement à la fois désorganisé, désemparé. Et là, on mesure un débat qu'on a eu depuis longtemps avec Philippe Aldrin, Pierre Fournier et d'autres, le fossé qui nous sépare, par exemple, des journalistes. Les journalistes, il y a presque un bouton automatique, c'est-à-dire que quand un journaliste était touché, il y avait une mobilisation, il y avait des communiqués, il y avait d'abord des attachés de presse, il y avait des moyens, des lieux, ils avaient déjà des lieux, ils avaient des permanents, ils avaient des bénévoles, et ils avaient surtout une surface médiatique énorme. Hein. Ceux qui travaillent parmi vous sur les questions de journalisme ou de presse savent très bien qu'aujourd'hui, quand un journaliste français ou étranger est touché, il y a quand même une mobilisation de type corporatiste extrêmement forte, extrêmement unitaire. Après, il y a aussi une impréparation aussi au niveau des écoles doctorales. C'est clair qu'il y a vraiment un boulot à faire et moi j'avais pointé notamment la nécessité non pas de faire des formations en surplomb, mais vraiment des formations d'expérience à partir de collègues, même de doctorants qui ont vécu ce genre. Et je crois que là, il y a vraiment non pas, vous savez, ces fameuses formations où des gens venant de cabinets extérieurs viennent vous former à des choses qu'ils ne connaissent pas, mais plutôt de chercheurs qui interviendraient. Il y a aussi des protocoles au niveau des labos et à l'IREMAM, on est en train de réfléchir. On a déjà pris des mesures. Hein. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a reçu ce qu'on appelle les ordinateurs blancs, c'est-à-dire des ordinateurs protégés pour les missions sur des terrains sensibles. On en a commandé 4. Ça pèse lourd dans le budget, mais on l'a fait. On a de plus en plus défini un protocole avant, pendant et après les missions en pays à risque, c'est-à-dire une discussion avec des collègues avant de partir, un suivi par des collègues du terrain, et puis ensuite un retour qui puisse se faire. Et la conclusion qu'on tirait, mais qui sont de l'affaire Victor, mais qu'on peut tirer aussi des réflexions que vous avez développées, Alex, avec Philippe, Pierre Fournier et Yves Mirmand, c'est que on disait toujours le risque, c'est de voir des comités d'éthique très impersonnels ou des comités se mettre en place à l'échelon national ou à l'échelon même des universités, alors que ce qu'on demande d'abord, c'est une possibilité de s'organiser au niveau des laboratoires, hein, pour préparer les missions, pour protéger nos doctorants, pour protéger les chercheurs. Et de ce point de vue-là, comme on dit, c'est important que la parole puisse circuler quelque part. Hein, et ce qui a été terrible, je redis toujours la même chose, mais c'est l'injonction au silence, pour moi, c'est la pire des choses. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas de droit à la recherche qui soit reconnu et qui permette de contester ou de faire appel quand un comité d'éthique invalide ta recherche, quand le FSD invalide ton déplacement. C'est-à-dire que on peut nous pousser des cris d'orfraie, mais en fait, on peut s'appuyer sur aucune base juridique pour cela. En fait, est-ce que c'est pas ça le problème fondamentalement? C'est-à-dire qu'il n'y a personne, y compris il n'y a pas de référent ou je sais pas, d'interlocuteurs dans les universités au CNRS qui permettraient de défendre ces droits à la recherche contre des droits ou des injonctions autres, faites au nom de la sécurité, faites au nom de… Voilà.
vous faites de l'autofiction, vous faites un roman, vous serez incroyablement plus libre que si vous faites de la recherche au CNRS ou dans l'université. On va vous casser les pieds à toutes les étapes de la recherche. Et vous n'avez aucune possibilité de vous retourner ou de faire appel contre une ingérence dans votre activité scientifique. Ce serait arrivé en Libye ou en Algérie, je dis pas. C'est arrivé à Tunis, au centre-ville de Tunis, dans la banlieue nord de Tunis. On en riait dramatiquement avec les étudiants, mes étudiants, les doctorants et les autres chercheurs en se disant, putain, c'est tombé sur Victor Dupont, peu cher. Heureusement que c'est tombé sur Victor Dupont. Parce qu'au moins, là, il n'y a pas de doute, c'est Dupont, quoi.